Dans un match de club de milieu de tableau entre deux équipes qui sous-performent, Manchester United et West Ham se sont affrontés pour savoir qui de Lopetegui ou Ten Hag serait le premier coach de la saison à perdre son poste en première ligue. Un duel au sommet entre deux coachs critiqués massivement, deux erreurs de casting évidentes quand on voit les performances de leur équipe, et après 90 minutes et le temps additionnel, c'est finalement dans les dernières secondes du match que les Hammers de Jarrod Bowen ont gagné. Grâce à ce résultat, les Red Devils ont chuté au classement, ils sont passés derrière leur adversaire à une 14e place bien humiliante pour tous les supporters, bien représentatif de l'échec immense des dernières années, et comme prévu, la sanction est tombée. Erik Ten Hag, le magnifique chauve en costume, a rendu son badge de Carrington, il a enlacé une dernière fois Anthony avant de claquer la porte sur son passage totalement raté en première ligue. Le choix était logique, il aurait dû être pris bien plus tôt. Cet été, malgré les tentatives de retrouver un nouveau coach, la direction mancunienne a finalement décidé de garder le néerlandais, un pari qui n'a pas fonctionné et qui a mené à cette nouvelle crise de résultats. Écarter Ten Hag, ce n'est pas une décision qui sort de nulle part, puisqu'en comprenant leur erreur assez rapidement, les dirigeants étaient entrés en contact avec un autre coach depuis une semaine, avec la direction d'une équipe portugaise prête à laisser partir son entraîneur si sa clause est levée, et après le début de saison raté encore une fois, la décision difficile de changer de stratégie a été prise en remplaçant Erik Ten Hag par mon entraîneur préféré depuis quelques années, le fameux Ruben Amorim. Rares sont ceux qui connaissent vraiment le parcours complet de Ruben. Après avoir vécu une carrière de joueur honorable, que ce soit en carrière ou en sélection, le milieu portugais a commencé ses gammes d'entraîneur à Casa Pia, un club de Détroit qui l'a fait évoluer au point d'atteindre le sommet du championnat, avant de perdre sa place suite à un problème de diplôme. Malgré la sanction levée, il quittera Casa Pia et passera un temps en dehors des terrains avant de rejoindre la réserve de Braga en tant que coach. Là encore, son travail est apprécié, au point que lorsque l'entraîneur de l'équipe première perd sa place, c'est lui qui est choisi pour prendre la suite. Dès fin décembre, il est installé au poste et dès le retour de la compétition en janvier, il découvre le top niveau avec son équipe qui devient rapidement un des phénomènes du championnat. En à peine 3 mois, il remporte un trophée, fait monter l'équipe dans le haut du classement, tient tête aux tops équipes que sont Benfica, Porto et le Sporting. Il relance certains joueurs de l'effectif, il fait monter certains de l'équipe B et très vite, son nom fait du bruit. Le Sporting met alors en place une folie inattendue. La direction pète la clause de Ruben Amorim et lui confie les clés de l'équipe première en pleine saison Covid. En l'espace d'une année, Ruben passe donc de l'équipe B de Braga en 3e division au 3e plus grand club du pays. Une évolution express mais totalement méritée pour lui. Encore une fois, son travail permet au Sporting de sauver la fin de saison. En quelques semaines, il réussit à remonter le club à une place acceptable en intégrant chez ses joueurs ses nouvelles idées de jeu. Tout le monde comprend que le pari fou tenté par la direction du Sporting n'est pas une lubie, c'est un plan concret. Et pour sa première saison pleine, il convainc tous les détracteurs en remportant le championnat. Un accomplissement absolument impensable. Après tant d'années, le Sporting goûte à nouveau à un trophée en Liga, mais surtout, pour la première fois depuis longtemps, un coach sans diplôme, qui plus est, vient de mettre fin à la domination totale de Benfica et Porto. Je pense que comme c'est pas une ligue du top 5, les gens sous-cotent un peu ce trophée. Mais c'est clairement un exploit qui mérite d'être valorisé. L'année d'après est plus difficile. Le mercato et l'apport des jeunes rend l'équipe moins stable, ce qui affaiblit pas mal le collectif qui doit évoluer en championnat et en Europe. Amorim découvre la Ligue des Champions, fait son premier parcours intéressant qui est à ce jour le meilleur de l'histoire du club, avant de se faire éliminer par Manchester City, et quelques doutes commencent à naître sur sa capacité à reproduire cet exploit. 2023-2024 est donc l'année où Ruben confirme qu'il est bien ce coach. Le Sporting redevient champion en étant encore meilleur, encore plus solide, encore plus tueur, et tous les doutes sont levés. Cette saison, il est encore une fois revenu plus fort. En dehors de la Supercoupe, le Sporting reste invaincu dans toutes les compétitions, et cette année encore, la voie est royale pour les voir soulever le trophée de champion du Portugal. Sauf que voilà, contre toute attente, et alors que tout est en place, tout est propre, l'offre de Manchester United, acceptée par le coach, vient tout chambouler. Et de nombreuses questions se posent sur ce choix, que ce soit du côté du coach ou bien de Manchester United. Je l'avais dit dans une vidéo récente, mais le choix de rester au Sporting m'avait pas mal interloqué. Dans un club où il est devenu le héros, dans un championnat qu'il a totalement dominé, dans une équipe qu'il a construite pour écraser les autres, dans un collectif qui a perdu ses anciens du vestiaire et où les jeunes promesses sont clairement visibles, que lui restait-il à faire? À l'époque, j'avais parié sur une envie de bâtir un empire. Malgré les opportunités qu'étaient Liverpool, West Ham, Chelsea, il avait préféré rester dans son club. Et je pensais que l'attrait d'une saison complète en championnat, avec un nouveau parcours intéressant en Europe, l'avait convaincu. Sa décision de partir maintenant peut donc paraître bizarre, mais
être interprété comme un manque de respect. Mais 3 points importants sont à soulever. Déjà, le Sporting a accepté cette levée d'option. Si de base il avait une option autour des 20 millions, depuis quelques temps, elle avait baissé autour des 10. Un montant bien moins répulsif que sa clause précédente. Le Sporting, qui avait déjà utilisé cette clause en 2020, savait que ça allait être un risque, et malgré tout, ils l'ont pris. Et ça, c'est de leur faute. Du côté d'Amorim, c'est un choix qui paraît suspect, mais qui est en réalité plutôt réfléchi. Au lieu de rejoindre un club qui jusque-là performait grâce à une figure imposante qu'il doit remplacer, il rejoint une équipe en échec, un effectif à rebâtir, une institution sans visage qui a besoin d'un héros. En soi, c'est la même situation que ses 2 derniers jobs. Ces 2 dernières nominations l'ont été dans des contextes similaires, et c'est sûrement ce qu'il a recherché. Plutôt que d'attendre le projet idéal, il décide de sauter dans un train en feu. Il pense être capable de relancer la machine tout en éteignant l'incendie, et cette position lui permet d'avoir des attentes plus faibles. Là-bas, il arrivera avec moins de pression, moins de contraintes que s'il avait signé à Liverpool, et c'est plutôt intelligent de sa part, je trouve. Mais surtout, un point qui a sûrement beaucoup joué, et que j'ai peu vu évoquer, c'est le départ d'Hugo Viana. Avec Ruben, ils sont les 2 figures du trio de la remontée fulgurante du club, qui est passé tout près de la catastrophe lorsque les fans ont attaqué le centre d'entraînement en frappant les joueurs pour aujourd'hui devenir un véritable modèle de réussite, avec une armoire à trophées remplie, tout comme le stade et les comptes du club. Les 2 ont toujours eu une bonne relation, c'est lui qui a vu le potentiel d'Amorim, c'est lui qui a pris le pari de mettre 10 millions en pleine saison sur un coach inexpérimenté, c'est lui qui l'a convaincu de rejoindre un club à l'opposé de ses ambitions, puisque Ruben était benfiquista, et c'est leur relation qui a bâti cette ère de succès au Sporting. Lui est en partance pour Manchester City, et si son départ à United se confirme, c'est sûrement qu'il a été assuré de ne pas être dans le deal, lui aussi. Sur le plan sportif, sur le plan économique, c'est un choix parfait pour Amorim. Mais sur le plan de carrière, j'ai quelques doutes qui mérite d'être exprimé. Manchester United est un choix intéressant pour Amorim, ok, mais Amorim est-il le bon choix pour le club anglais? La réponse est plutôt simple, selon moi, oui. Contrairement à Ten Hag, qui a survolé dans un contexte précis, le Portugais est un bâtisseur. À la manière de Klopp, il a construit le succès de son équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors, que ce soit grâce à sa communication, ses conférences de presse intéressantes et ses prises de parole maîtrisées, ou bien par son implication dans le projet. Lui avait un grand pouvoir sur le mercato. Si Viana négociait, Amorim et la cellule de recrutement étaient en charge d'identifier les profils à cibler. Et dans ce domaine, il a particulièrement brillé. Avec Ineos et la nouvelle structure en place, il pourrait retrouver un rôle similaire avec un pouvoir qui lui convient à lui. Sportivement, il a fait passer le club de 4e puissance à champion difficile à contester. Il a utilisé des joueurs en échec et les a relancés comme Palhinha. Il a fait briller le centre de formation en lançant et en faisant exploser de très nombreux jeunes comme Nuno Mendes. Il a su créer un conseil de capitaine qui a porté son vestiaire. Tactiquement, sa capacité d'adaptation, malgré son attache à sa base à 3, a toujours été payante. Et surtout, malgré les coups durs, malgré la pression ou les mauvais résultats, il n'est jamais sorti des rails. En soi, si Ten Hag était un bon coach à l'Ajax, Amorim est un bon manager. Et ça explique pourquoi, je pense, qu'il va réussir. À Manchester, il lui sera demandé de mettre en place rapidement ses idées de jeu. Sa formation ne devrait pas être difficile à mettre en place, avec quelques doutes, notamment sur la rotation. Maguire pourrait retrouver un rôle plus important en défense, ce qui serait une bonne chose pour le vestiaire. Dans le jeu, il faudra un peu de temps pour que ses idées dans la construction axiale, l'exploitation de la largeur par les milieux, de côté ou les schémas de relance soient complètement imprimés dans la tête des joueurs. En termes de débauche d'énergie, ce sera un peu différent, puisque tu vas passer à un pressing plus important, plus structuré, et une mise en place offensive qui va demander un peu moins d'efforts de la part des attaquants. Beaucoup de choses devraient donc changer, mais ce qui évoluera le plus pour les suiveurs ou dans le vestiaire, c'est la communication, le respect de la hiérarchie et l'unification derrière les idées du coach. Contrairement au néerlandais, le portugais a l'énergie, le discours et le charisme pour emmener tout le monde avec lui. On l'a vu avec pas mal de cas, il n'hésite pas à sanctionner quand il le faut, écarter des joueurs qui ne correspondent pas au jeu ou bien qui ne respectent pas son autorité, mais toujours en étant clair en amont. Son intégration à Manchester sera facilitée puisqu'il semble bien parler anglais. Comme avec le Sporting à son arrivée, il va devoir relancer un groupe, une équipe qui est perdue. C'est un domaine qu'il maîtrise. Maintenant, à voir si ce groupe-là sera capable de répondre à ses attentes. Puisque oui, on a beau vouloir faire des prédictions, vouloir s'avancer, c'est la vérité du terrain qui parlera. La bonne nouvelle, c'est que le coach arrive dans un contexte parfait pour lui. Dans un projet que personnellement je trouve maudit vu tous les problèmes qui l'entourent, mais qui pourrait lui convenir. Le travail qu'il attend s'annonce tout de même colossal. J'ai hâte de voir comment il va relancer la ligne offensive qui est totalement perdue, comment il va gérer un secteur défensif détruit par les blessures, et comment il va continuer son excellent travail avec les jeunes, mais cette fois de Manchester United.
United. Je dois avouer que malgré mon désamour pour l'équipe des Glazers, je suis un peu hype. Malgré le bourbier immense qu'est cette équipe, malgré la poubelle immense qui est devenue le club géré par les Glazers et Ineos, deux entités totalement incompétentes, je pense qu'il peut faire quelque chose. S'il réussit, il devient une icône d'un des plus grands clubs médiatiques. Il s'offre une place dans un top club de première ligue pendant un bon moment et il rentrera dans l'histoire comme un entraîneur exceptionnel. En 5 ans, il a vu 3 clubs parier sur lui, parier des grosses sommes, le Sporting a littéralement misé son avenir sur lui et pour l'instant, les 2 premiers sont des paris réussis. À voir si cette 3e fois sera la bonne. Bref, c'était ma petite vidéo sur Ruben Amorim et le choix de Manchester United. J'espère que t'as aimé. Bien évidemment, tu t'en doutes, mais il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Et merci à tous ceux qui s'abonnent. À plus.